Bonjour. Je m'appelle Pascal Cauchy, je suis historien et ici je travaille à la coopération universitaire et pour quelques jours je travaille au sein d'un comité international qui s'appelle le Comité international des sciences historiques, qui tient sa réunion tous les 2 ans, tous les 3 ans dans une grande ville. Et la réunion du Comité international des sciences historiques se déroule en ce moment à Moscou. 100 ans de révolution, 1917 évidemment, cela avait intéressé les historiens du monde entier. Je remercie tout d'abord Monsieur le doyen, Ivan Illich, d'abord de sa fidèle amitié. Nous travaillons depuis 1 an ensemble à la coopération entre l'Université Lomonosov et les universités françaises. Et je le remercie d'avoir bien voulu accepter, avec ses collègues, d'ouvrir une série de conférences et peut-être, j'espère, une coopération. Je suis doublement heureux d'être ici. D'abord parce que le MGU, je connais bien, j'y ai travaillé il y a 25 ans. C'est un petit peu ma maison. Et je suis aussi heureux de vous présenter aussi un ami qui fait visiter l'université de Moscou, professeur Jean-Pierre Descottes, doyen de l'Institut catholique d'enseignement supérieur. 1917 est une date importante dans l'histoire de la Russie, bien sûr, mais dans l'histoire mondiale. On ne peut pas étudier 1917 sans penser aux répercussions qu'ont eu les révolutions et la révolution d'octobre en particulier dans le monde entier. Mais cette répercussion internationale n'existe que parce qu'elle a touché un mouvement né de la révolution industrielle, un mouvement d'idées, un mouvement politique, qui a eu ses théoriciens, qui a eu ses militants, qui est le socialisme. Et le socialisme a émergé au XIXe siècle, un peu au XVIIIe, mais surtout au XIXe siècle, dans un certain nombre de pays. Et la France, en particulier, a été un des grands lieux européens de la naissance du socialisme, dont l'histoire a été marquée par cette révolution de 1917 que nous étudions aujourd'hui à Moscou. Et il me semblait intéressant pour vous d'avoir une conférence sur cette singularité du socialisme français et peut-être une question en quoi la tradition française, les racines françaises ont irrigué non seulement 1917 mais aussi peut-être aussi le socialisme mondial. Et le doyen Descottes est un des spécialistes français de cette question. Je vais peut-être livrer un petit secret. Il va publier très prochainement un livre que je crois important sur les origines du socialisme français. J'espère que le livre va arriver très vite. Pardon, j'ai été trop long. Добрый день. Я нарушу традицию сегодняшнего дня и сегодняшней лекции и буду говорить по-русски. И тому есть вполне веские основания. Лекция, которую сегодня прочтет декан исторического факультета Католического университета высшего образования, профессор Жан-Пьер Дескотт, она посвящена истокам французского социализма. Но если мы обратимся к истокам изучения и преподавания истории на историческом факультете, то и кафедра средних веков, и особенно в связи с тематикой кафедры новой новейшей истории, традиционно занималась проблемами и французской истории, и проблемами новейшей французской истории, и проблемами французского социализма и социализма вообще. Можно назвать, так сказать, такие огромные имена, которые были важны для кафедры. Я буду называть поколения, а не все имена, потому что перечислить невозможно. Это и академик Колбин, и академик Тарли, это и профессор Адор, и профессор Смирнов. Это и та традиция, которая продолжается сейчас, когда крупнейшие наши историки, защитившие многие уже сейчас докторские диссертации, занимаются и проблемами социализма, и проблемами Великой Французской революции. Это и Дмитрий Юрьевич Бавыкин, и Наталья Николаевна Наумова и Людмила Александровна Пименова. И тогда получается, что сегодняшняя лекция, она как раз попадает на ту очень важную для нас
научную и педагогическую почву, которая принесет неизбежно пользу. Потому что слушать разные мнения об одном явлении — это всегда полезно, это всегда очень важно для развития и себя самого, своего самосознания, своего менталитета, своего взгляда на мир. Поэтому еще раз представляю профессора де Скотта, который выступит с лекцией «Истоки французского социализма». И мне это очень приятно, что эта традиция не прервется, и профессор Паскаль Каше будет продолжать потом эту традицию лекций по несколько другой тематике. Поэтому хорошей нам лекции и хорошего удачного дня. Merci d'abord pour l'accueil qui m'a été réservé de la part de l'Université Lomonosov. Je suis bien entendu ravi de pouvoir donner cet enseignement dans une université qui est une, en tout cas, des plus grandes du monde. Il faut quand même dire les choses. Alors, l'histoire politique. L'histoire politique, c'est, puisqu'il va s'agir, là je vais essayer d'exposer justement ses origines scientifiques et les origines politiques du socialisme français, mais avant toute autre chose, j'aurais souhaité revenir sur une petite définition de ce qu'est l'histoire politique. L'histoire politique, généralement, nous apparaît sous la forme d'un conflit, d'une lutte entre les partis, un conflit entre les idéologies, où des individus vont affirmer leur puissance, politique. On a en fait royalistes contre républicains, réformistes contre révolutionnaires, libéraux contre les conservateurs et des radicaux contre les modérés. Alors, la conception marxiste de l'histoire a contribué essentiellement à mettre en valeur, à mettre en avant les forces, les facteurs économiques, aussi bien du côté de la bourgeoisie que du côté du prolétariat. Pourtant, il est clair là aussi que les hommes ne se groupent pas uniquement en fonction de leur communauté d'intérêts matériels. Ces derniers intérêts sont souvent masqués par des motivations qui échappent d'ailleurs aux acteurs eux-mêmes, les souvenirs, les préjugés, les loyautés, les amitiés, les camaraderies, les passions de toutes sortes. Alors, la particularité de ce parti socialiste, de ce socialisme en formation, c'est que dans la foule, en tout cas, des partis de la Troisième République, ce que l'on va appeler le Parti socialiste va se présenter comme un phénomène à part. Alors que tous les autres partis français n'ont pas de contours bien définis, ces partis aussi ne cessent de se transformer, de se subdiviser, de se confondre, d'ailleurs sous des étiquettes changeantes. Ils n'ont pas, ces partis-là, de doctrine bien arrêtée. Le Parti socialiste français, celui qui va naître du Congrès de Paris, c'est-à-dire en 1905, se présente, lui, au contraire de tous les autres, avec une idéologie bien définie. Il se caractérise aussi par une opposition fondamentale au régime établi. Il a un véritable souci d'unité et il se distingue aussi par son recrutement ouvrier, donc, et en même temps, bien entendu, par son programme social. Et là, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous démontrer l'évolution de ce parti. Donc, on part des origines jusqu'en 1899. J'aborde les antécédents. Les antécédents. Alors, jusqu'en 1848, en France,
Le socialisme représente une sorte, un ensemble d'écoles. D'écoles dont l'activité, ces écoles socialistes, est essentiellement doctrinale. On peut citer Saint-Simon, on peut citer aussi les fourriéristes, et on peut bien sûr citer aussi les disciples de Cabet. À côté de cela, donc il y a cet aspect théorique, il existe aussi de petits groupes révolutionnaires. De petits groupes révolutionnaires, plus ou moins secrets, qui visent, eux, la conquête du pouvoir par un coup de force. Et là, on retrouve les disciples de Babeuf, donc révolutionnaire français, mais aussi un certain Blanqui. Alors, on a, à partir de 1848, d'un côté, on a des vastes, pour reprendre, des vastes programmes de réforme, qui sont d'ailleurs sans moyens de réalisation, il n'y a pas de parti, bien entendu, et de l'autre, on a des complots qui sont illusoires. Le régime français, le régime censitaire, maintient la masse du peuple en dehors, puisqu'elle est fondée sur le sens, en dehors de la vie politique, et ce régime censitaire ne permet pas la représentation ouvrière, notamment dans les organes de la vie publique. Alors, 48, tout change. 1848, la Révolution de février 1848, va instituer le suffrage universel et va certainement faire naître un moment d'espoir à un certain nombre de socialistes, on peut les appeler comme cela, en faisant naître, pourquoi pas, une démocratie sociale par voie légale. Louis Blanc, un autre socialiste, spécialiste de la question de l'organisation du travail, et les quelques socialistes de l'Assemblée nationale, ou républicains avancés plus exactement, ne forment pas un véritable parti et vont très vite se quereller. Donc on rencontre là, dès 1848, il y a une espérance, et les querelles vont prendre le pas, d'une certaine manière, donc sur l'organisation. Aux élections de 1849, il se fonde dans la masse des républicains que l'on considère montagnards, donc les républicains français, et ils vont être en 1849 balayés et vaincus par une sorte de parti de l'ordre, et l'espoir va s'arrêter en 1849. Sous le Second Empire, c'est-à-dire sur la période qui suit, donc 1852 jusqu'en 1870, les socialistes, là encore, continuent à se confondre avec les républicains, auxquels d'ailleurs ils vont donner généralement leur voix. Toutefois, il y a un manifeste, le manifeste des 60, qui va être publié dans un journal qui s'appelle L'Opinion nationale, et ce manifeste des 60 en février 64 demande simplement une représentation ouvrière, en soulignant d'ailleurs que les députés bourgeois, même républicains, n'étaient pas qualifiés pour comprendre d'une manière générale les problèmes ouvriers, pour embrasser cette question ouvrière qui se pose à ce moment-là. La même année, en septembre 1864, va avoir lieu à Londres la fondation de la première internationale des travailleurs. La section française qui va naître de cette fondation, la section française aurait pu
être, et pourquoi pas, être le noyau d'un parti socialiste français. C'est tout à fait envisageable. Mais elle ne pourra l'être à partir du moment où elle s'était engagée auprès du gouvernement impérial à ne pas entrer dans les questions politiques. Elle s'intéressait à la question sociale, aux questions sociales plutôt, et refusait de s'immiscer, de développer la question politique et en tout cas d'introduire ses idées dans cette question-là. Alors, la Commune de Paris, c'est un balayage très rapide, eh bien, va apparaître plutôt comme, même si ce n'est pas tout à fait cela, un épisode du socialisme révolutionnaire. Son écrasement, donc très rapide, va laisser le socialisme français, eh bien, donc sans chef, et on peut dire aussi presque sans troupes. Dans les premières années donc, de la Troisième République, en 1871, eh bien, les électeurs ouvriers continuent encore à voter républicain. Alors, ce que j'amène le deuxième point, donc avec les antécédents sur cette période qui commence des origines à 1899, on aboutit à ce que l'on va appeler la naissance du Parti ouvrier. Alors, ce qui est clair, dès 1971, il est absent sur le plan politique. Le socialisme ouvrier va se manifester sur quelque chose qu'il connaît bien. Il va se manifester sur le plan professionnel, sur le plan pratique, dans le cadre des associations syndicales. Et là, je cite ces fameuses chambres syndicales que l'empereur Napoléon III lui-même avait autorisées dès 1868. Il y a aussi un investissement de ce socialisme ouvrier dans les associations mutuelles, les coopératives, mais ils n'interviennent pas sur le plan politique. En 1876, c'est une date très importante, 1876, pourquoi ? Parce que les organisations ouvrières vont tenir leur premier congrès à Paris, au mois d'octobre, et à la suite de cela, ils vont se décider à organiser un congrès tous les ans. Cette périodicité est importante. On commence en 76, il devrait y en avoir en 77, ça ne se fera pas, ça sera en 78, après 79, etc. Voilà. Les premières donc années, et c'est le constat que l'on peut faire, témoignent d'un grand éloignement pour la question, pour l'action politique, et il montre aussi que le socialisme tient absolument à s'en tenir uniquement au plan des intérêts professionnels. Ça, c'est 76. Il y a un congrès très important, 79, ça va être le congrès de Marseille, et c'est au congrès ouvrier de Marseille en 1879 que l'on va décider de la formation d'un parti ouvrier. Voilà. 1879, un parti ouvrier. Le titre qui va être donné, c'est un titre un peu, j'allais dire, alambiqué, enfin bon, c'est compliqué, un peu complexe. La Fédération du Parti des Travailleurs Socialistes de France. C'est long. La Fédération du Parti des Travailleurs Socialistes de France, c'est même très long. Alors, il y a donc une organisation avec un comité exécutif de 19 membres, vous voyez là, on a une organisation, comporte 6 fédérations régionales, et on va décider qu'au prochain congrès, c'est-à-dire l'année 1880, congrès du Havre, un congrès qui va se tenir au Havre, le comité présenterait le programme du parti, qui
d'ailleurs, sera élaboré par le comité lui-même. Et là, il va y avoir l'intervention décisive d'un homme. L'homme, eh bien, c'est Jules Guesde. Jules Guesde, G-U-E-S-D-E, qui, pour faire une petite biographie, il s'appelle de son vrai nom Mathieu Basile. Il est né donc en 1845. Il commence ses activités, son activité sociale au ministère de l'Intérieur. Personne n'est parfait. Et puis, il va effectivement passer au journalisme. Il va passer au journalisme. Il va participer à un journal socialisant, et qui va s'appeler Les Droits de l'Homme. Et il crée surtout en 1876 un journal qui porte un nom qui est assez simple, L'Égalité, et il essaye de faire passer ses idées dans le cadre de ces différents journaux. Il est clair que dans cette optique, dans cette vision-là, il va maintenant falloir rédiger un programme du Parti socialiste. Et là, Guesde, c'est pour ça que j'évoque Jules Guesde, eh bien, il va aller à Londres. Il va aller à Londres rencontrer Marx, Engels, et puis Lafargue, le gendre de Marx. Avec eux, il va, donc ce petit voyage s'organise en avril 1880, il élabore un vrai programme et qui va être adopté et présenté dans le cadre d'un congrès régional d'abord, le congrès régional de Paris, puis le congrès national du Havre de 1880 va, accepter à la fois les considérants c'était la première partie, ensuite acceptera sans modifier le programme politique en 4 points, et aussi le programme économique et social en 10 points. Alors, les considérants, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement l'affirmation, et là c'est important parce que c'est un principe que l'on retrouvera tout au long de la vie du Parti socialiste français, et même jusqu'à aujourd'hui, c'est l'affirmation du collectivisme. C'est ça, les considérants. C'est la justification du collectivisme et la volonté d'appliquer ce système à la société. Et cette première partie a été intégralement rédigée par Marx lui-même. Donc la première partie, ces considérants, on les doit à Marx. En revanche, les deux autres parties, on retrouve une influence plus française, plus pratique. Je note le programme politique, abrogation des lois sur les réunions, les associations, et puis les livrets ouvriers. Deuxièmement, suppression du budget des cultes. Tout cela, ce sont des mesures assez claires. Troisièmement, il ne faut jamais oublier ça, armement général du peuple, au cas où. Et ensuite, quatrièmement, une volonté d'autonomie administrative des communes. On imagine d'ailleurs assez difficilement l'articulation entre le troisième et le quatrième, c'est-à-dire le troisième point et le quatrième point, entre l'armement général du peuple et l'autonomie administrative des communes. Entre nous soit dit, ça ne va pas être simple. Alors le programme économique et social 10 points, chose classique, repos hebdomadaire et une journée de 8 heures, reconnaissance d'un salaire minimum, égalité de salaire pour les femmes, une instruction gratuite intégrale pour tous les enfants, retraite pour vieillards et invalides, les caisses de secours mutuels
et de prévoyance, surtout la responsabilité, 7e point, patronale en cas d'accident, et la collaboration des ouvriers au règlement d'ateliers et la suppression des pénalités pécuniaires. 9e, chose basique, nationalisation des banques, chemins de fer, mines. Et 10e, plus d'impôts indirects, impôts progressifs sur le revenu, vous voyez, les choses classiques, et une limitation des héritages à 20 000 francs uniquement en ligne directe. On supprime l'héritage par voie collatérale, en ligne collatérale. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces deux parties-là, que je viens de vous donner, le programme politique et le programme économique, eh bien, est en parfaite contradiction avec les considérants de Marx. Parce que dans le programme économique, ce sont en fait des idées protectionnistes. Ce sont des idées protectionnistes. Cela n'a rien à voir avec le collectivisme. Vous savez, il y a 3 idées très fortes qui ont dirigé, j'allais dire, les forces sociales et économiques tout au long du XXe siècle. Le libéralisme, le collectivisme et le protectionnisme. Ne jamais oublier ces 3 éléments. Or, il est clair que le protectionnisme n'a rien à voir avec le libéralisme et n'a rien à voir non plus avec le collectivisme. Or, ce que présentent là les socialistes français, première ambiguïté quand même assez importante, ce sont des mesures protectionnistes qui contestent d'une certaine manière le principe collectiviste qui tend vers l'égalité réelle. Dans le collectivisme, plus besoin de salaire minimum, plus besoin de repos hebdomadaire, plus besoin d'instruction gratuite intégrale, etc. Il n'y a plus besoin de tout cela. Et là, il y a un vrai rapport de force entre d'un côté le protectionnisme et de l'autre le collectivisme qui est affirmé dans ce fameux programme ouvrier. Alors, à la suite de ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir ce que l'on appelle, troisième petit point dans la première partie, des divisions au sein des socialistes. Il est clair que là, nous avons trouvé, par l'intermédiaire de ce programme au Havre, une unité administrative et doctrinale. Administrative, gestion du parti, doctrinale, le programme que je vous ai exposé. Cette unité a été réalisée dans un élan d'enthousiasme et surtout par cette volonté de Gued et de ses amis, mais d'une certaine manière, cette volonté ne supprime pas d'un coup les oppositions qui existent dans la masse des organisations syndicales. C'est-à-dire les oppositions révolutionnaires réformistes entre les ouvriers manuels et les bourgeois intellectuels centralisateurs autonomistes. En fait, toutes ces distinctions, toutes ces oppositions vont réapparaître bientôt et elles seront aggravées par des questions de personnes avant d'arriver au stade institutionnel. Eh bien, le parti socialiste allait connaître ce que les marxistes auraient pu appeler eux-mêmes une période, une époque féodale où les factions personnelles eh bien, prennent le pas, bien sûr, sur la discipline de l'intérêt général. Alors, la première rupture, la première fracture, c'est provoquée par Brousse. Paul Brousse, comme la Brousse, c'est un médecin, un rentier, qui vient de l'opposition républicaine sous l'Empire, et il est, lui, exilé, il s'exile très tôt parce qu'il est communard, et il va donner aux idées socialistes une teinte anarchiste. Il sera d'ailleurs pendant un certain nombre d'années considéré comme un véritable anarchiste. Alors, il est très clair que au congrès de Reims qui va suivre, donc là je fais une chronologie, 80 c'est le Havre, 81 le congrès de Reims, eh bien Paul Brousse va attribuer l'échec, et notamment l'échec important des socialistes aux élections
il y a eu 3 types d'élections, je n'entre pas dans le détail, de 1881, et il va attribuer cet échec électoral au programme marxiste du Havre. Et il veut, lui, il réclame plus de liberté, et il réclame donc forcément plus de liberté, et il demande aussi aux candidats qui représentent le parti de prendre leurs responsabilités. Le conflit devient de plus en plus aigu, et l'année suivante, au congrès de Saint-Étienne, c'est la rupture. La rupture, en septembre 1882, Gued va partir et fonder son parti ouvrier français, et Brousse va, lui, continuer au sein d'un parti un peu plus simple, qui va s'appeler la Fédération des travailleurs socialistes. Il coupe un peu le premier intitulé. Ces deux assemblées vont s'excommunier mutuellement. Les Broutsistes, au sein de la Fédération des travailleurs socialistes de France, va immédiatement prendre une constitution plus fédéraliste. Leur programme est un peu différent. Ils veulent conquérir les administrations locales et ils veulent réaliser graduellement le socialisme par des réformes pratiques et possibles. Mais ce qu'il faut savoir, certes, ils veulent réaliser graduellement le socialisme, mais ils ne remettent pas du tout en cause le principe collectiviste. Le but reste le même. C'est le principe collectiviste qui doit effectivement être appliqué. La tactique, donc il s'agit bien de tactique, n'a pas une vertu, une valeur principielle. Elle s'adapte. Et la tactique des broussistes est beaucoup plus souple que celle qui va être mise en place par les guédistes. Ils vont obtenir un certain succès, en tout cas au début. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils vont accepter que leurs candidats prennent une partie des voix des radicaux, ce qui était inenvisageable pour, bien entendu, les guédistes. Ils font donc alliance avec ces républicains radicaux et ils vont s'opposer à un mouvement politique qui va prendre son essor à ce moment-là, le boulangisme, et ils vont s'opposer, dans le cadre des élections législatives, au boulangisme parce qu'ils considèrent que Boulanger est un César, risque de mettre en place un régime que l'on qualifierait aujourd'hui d'autoritaire. Alors, on pense qu'on en a fini avec les scissions, mais non, ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. La deuxième scission va avoir lieu au sein même du parti broussiste. Donc vous avez toujours le Parti ouvrier français de Gued, vous avez la Fédération des travailleurs socialistes de France, et vous avez une troisième scission qui va s'opérer avec un ancien communard, un typographe dénommé Jean Allemagne. Et lui est revenu du bagne, et il va s'élever de plus en plus contre le caractère un peu bourgeois de Paul Brousse. Il faut dire que Paul Brousse disposait d'une rente de 60 000 francs par an, ce qui reste une somme, ma foi, assez raisonnable pour l'époque. Et il va donc décider au congrès de Châtellerault en 1890, eh bien, il va exclure, les broussistes plutôt vont exclure les partisans d'Allemagne, et les partisans d'Allemagne vont fonder un nouveau parti. Ils fondent un nouveau parti, le Parti ouvrier socialiste révolutionnaire, qui se caractérise par une sorte de haine du bourgeois. Alors là, ça c'est très net. Il manifeste un véritable ouvriérisme. Il a une sorte d'inspiration babouviste et surtout prône, il développe
la grève générale, mais la grève générale, pour apparaître comme étant pacifiste, c'est la grève générale des bras croisés. Donc c'est vrai que ce n'est pas évident non plus à mettre en place, puisque la grève générale des bras croisés, là encore, ce n'est pas simple. Un autre élément aussi très important qui est véhiculé, une idée importante qui est véhiculée au sein du Parti ouvrier socialiste révolutionnaire, c'est l'antimilitarisme. Bon. Alors, avec un tel programme, c'est que ces partisans vont se rapprocher d'éléments révolutionnaires radicaux et qui sont restés en dehors, parce que vous avez aussi un certain nombre de socialistes révolutionnaires qui sont restés en dehors de la formation du premier parti socialiste français en 1879, plutôt 1880. Et oui, parce que la création du Parti ouvrier de 1880 avait laissé en dehors des éléments importants du socialisme français. D'abord, vous avez les amis de Blanqui. Les amis de Blanqui qui n'ont, eux, jamais cru à une action professionnelle ou à des réformes sociales graduelles. Pour eux, le seul moyen, c'est simple, c'est le coup de force révolutionnaire. Et après, on verra. Voilà. On fait le coup et après on voit. Donc c'est ça. Il n'y a pas, il n'y a pas d'autre chose, d'autres éléments. Tout va se mettre en place après la réussite de ce coup de force. Et il faut le dire que les blanquistes ont été très actifs dans la commune de Paris. Mais ces blanquistes détestent les marxistes. Il faut quand même le savoir. On ne va pas dans les congrès internationaux de 72, mais ils vont claquer la porte. Et ils ne supportent plus non plus la dictature exercée par les marxistes au sein de l'internationale des travailleurs. Bon. Alors, après la mort donc, de Blanqui, la direction du mouvement passe à trois hommes, passe à Eudes, qui est effectivement un des généraux des communards. Il va fonder quelque chose d'important, le comité révolutionnaire central. Et donc là, on a une autre section, on a une autre organisation, un autre groupe qui va porter le nom de CRC, Comité révolutionnaire central. Et tout se complique encore plus, parce qu'en 1898, eh bien, le CRC va devenir un parti. Et oui, il faut se présenter aux élections. Et le parti va s'appeler le Parti socialiste révolutionnaire. Vous imaginez un autre parti qui aura effectivement une véritable implantation à Paris. Le premier, alors, si on peut faire, le premier journal socialiste quotidien va s'appeler La Bataille. Bon, ça ne ment pas. Qui a été fondé par un ancien communard, Lissagaray, L-I-2-S-A-G-A-R-A-Y. Il y a aussi le Cri du peuple de Vallès, plus connu. La première, là je vous parle du premier journal. La première revue, c'est la revue socialiste par Benoît Malon, qui lui aussi est ouvrier. Il y a Allman et Benoît Malon, d'origine ouvrière, qui est un autodidacte, et qui va essayer, au sein de cette revue, eh bien, de faire une synthèse socialiste, et il rejette l'idée du matérialisme déterministe chez Marx, et il veut faire une place, Malon veut donner une place aux forces sentimentales et morales, et refuse de faire du socialisme la chose exclusive du prolétariat français. C'est-à-dire que le socialisme n'est pas uniquement un mouvement qui est fait pour les ouvriers et les prolétaires. Il va donc faire appel à des âmes généreuses, aux opprimés en général, de toutes les classes. À côté, premier journal, première revue, premier groupe parlementaire, qui apparaît en 1893, ce sont donc les indépendants socialistes qui vont avoir une trentaine de députés.
Et ce succès-là, et il faut déjà le savoir, ce succès de ce groupe parlementaire, ce n'est pas Jaurès. Ce succès est dû à un homme dont vous avez peut-être entendu parler et qui va devenir premier président de la République. Ce succès est dû à Alexandre Millerand lui-même, qui en tant qu'avocat et journaliste va écrire, avocat et journaliste, il est aussi journaliste, et il écrit à la à la revue, un journal français qui s'appelle La Petite République française. Alors, c'est sur son initiative qu'il va y avoir une réunion avec les élus des autres fractions socialistes pour former un groupe parlementaire. Mitterrand, à ce moment-là, en 1893, fait figure de chef du groupe parlementaire. Il y a Gued au sein du Parti ouvrier, mais c'est Mitterrand qui a plus d'importance au Parlement, et il va pouvoir réunir une cinquantaine d'élus. Et c'est en fait aux élections municipales de 1896 que Mitterrand va faire ce que l'on appelle, et je reviens, et ça c'est important, un discours-programme. Il va essayer, parce que vous avez pu remarquer, il y a des groupes un peu partout. Il y a des groupes un peu partout et il y a cette volonté d'unité. Et il va essayer de dégager un programme minimum commun à tous les socialistes, où les critères qui vont être définis dans ce discours permettront de dire, eh bien, ce candidat est bien socialiste. Et ce qui va permettre justement ce discours, eh bien, ce sont, encore une fois, les principes collectivistes. Parce que ces principes collectivistes n'ont jamais été remis en cause par aucun des groupes socialistes existants. Donc vous pouvez démultiplier toutes les organisations. Évidemment, ce n'est pas très efficace, mais le principe collectiviste est souhaité par tous les groupes de quelque nature qu'ils soient, révolutionnaires ou dit entre guillemets réformistes. Alors, qu'est-ce que dit ce programme? Nationalisation des moyens de production et d'échange, à mesure, ça c'est le discours de Saint-Mandé, nationalisation des moyens de production et d'échange, à mesure qu'ils deviennent mûrs pour cette grande idée d'appropriation sociale. L'appropriation sociale, le premier élément de l'application des règles collectivistes. Ensuite, il y aura donc conquête, deuxième élément dans ce programme, des pouvoirs publics par le suffrage universel. Troisièmement, une reconnaissance de l'entente internationale des travailleurs. Trois éléments qui permettent de repérer les véritables candidatures socialistes. Voilà, bon, alors ma deuxième partie, l'unité qui va de 1899 à 1905. Il y a l'affaire Dreyfus, je n'y reviens pas, et l'affaire Dreyfus va avoir pour effet de diviser le groupe parlementaire. Les uns pour, les autres conseillant d'abord la neutralité, voire l'abstention. Mais à la fin de 1898 et au début de l'année 1899, il y a, même si c'est un peu excessif, en tout cas du côté des socialistes, ils prennent conscience qu'il y a des menaces de coups de force nationalistes contre la République, et ils font là sentir leur nécessité d'union. Ils vont pouvoir d'autant plus le faire qu'encore une fois, le principe conducteur est le même. Et il va apparaître plutôt alors une autre influence que vous connaissez, celle de Jaurès. Donc vous avez Mitterrand, et maintenant on a une deuxième grande figure, Jaurès. Il est député du Tarn, à 26 ans il est républicain d'abord, sans couleur bien marquée, il est d'origine bourgeoise, très brillante carrière universitaire, et il sera battu aux élections de 89. Il revient à ce moment-là, 1889, à sa chaire de philosophie de Toulouse, et il écrit dans un journal qui existe encore, La Dépêche de Toulouse.
Et la grève de Carnot de 1892 va achever d'une certaine manière de le convaincre de la nécessité du socialisme. Ou plus exactement du socialisme collectiviste, mais on verra ça tout à l'heure. Donc, son socialisme diffère bien sûr du marxisme. Lui aussi n'admet pas le matérialisme historique de Marx et le primat absolu du facteur économique. Il croit, lui aussi, comme un peu Malon, à la vertu des idées, des sentiments. Et c'est son idée, et son idée, elle est forte. Il exprimera d'ailleurs dans un discours parlementaire en septembre 1893, pour lui, le socialisme, donc le collectivisme n'est que le développement naturel de la tradition républicaine démocratique. Donc il est convaincu qu'à terme, la société deviendra socialiste et collectiviste. Il ne croit pas dans ce cadre-là que la révolution, d'une certaine manière, soit imminente, et il pense que le suffrage universel va donner la possibilité aux socialistes de s'imposer par les urnes. Du reste, qu'on le veuille ou non, le socialisme se réalise au sein même, ça c'est le prolongement de sa réflexion, au sein même de la société capitaliste. À la faveur de quoi? D'institutions, d'habitudes nouvelles, qui est imposée par le progrès économique. Extension, par exemple, donne un exemple, extension des fonctions administratives de l'État, les fameuses régies municipales, les fameux services publics. Eh bien, derrière tout cela, c'est un peu de théorie, mais ce qui va véritablement caractériser l'idéal de Jaurès, c'est la chaleur qu'il savait donner à son expression, et ce sera certainement une des plus grandes chances du socialisme français. Le socialisme avec lui devient une sorte de rêve généreux, nourri un peu d'images éclatantes, et il va aussi se caractériser par une érudition qui intègre toutes sortes d'éléments philosophiques et historiques. Il domine par sa capacité oratoire, par justement sa volonté déterminer, sa volonté de dire qu'il a raison, de soutenir une cause, eh bien, va séduire de plus en plus les masses, et son prestige est grandissant, et petit à petit, il va effacer, bien sûr, la figure de Millerand. Ce comité, donc, en 98, donc, Jaurès, Gued et Brousse, un peu inquiets par la situation politique française, vont former un comité de vigilance. On en connaît un certain nombre des comités de vigilance. Mais alors, le comité de vigilance fonctionnait mal, très vite. Ils vont former un comité, et là aussi, les mots sont importants, un comité d'entente socialiste. Et ce comité d'entente socialiste va donc décider un congrès général des organisations socialistes pour le premier dimanche de décembre 1899 dans un lieu à Paris, le gymnase Japy. Toutes les organisations socialistes sont représentées. Il y aura donc la création d'un comité général, avec, bien sûr, des représentants des divers groupes politiques. Il y aura des délégués des syndicats, et même, il y aura un représentant, on se demande ce qu'il faisait là d'ailleurs, des coopératives. Congrès général annuel, voilà ce qui est décidé, on reprend la vieille idée, on fait un groupe parlementaire unique, important, on contrôle la presse socialiste. Il n'est pas question que l'on dise n'importe quoi. Mais le problème, c'est qu'en 1899, dans le même temps, à un moment où l'on croit que l'unité est faite, enfin, eh bien, il va y avoir le problème du cas Millerand. Puisque Millerand entre au cabinet Waldeck-Rousseau,
Et il va siéger aux côtés d'un des massacreurs de la Commune. Et pour les socialistes, ce n'est pas possible. En tout cas, une partie des socialistes, ce n'est pas possible. Jaurès, lui, admet cette opportunité, convaincu qu'il est de toute façon que la société collectiviste arrivera à son terme à un moment ou à un autre. Mais pour les guédistes, et notamment les blanquistes, ce n'est pas possible. Le Parti socialiste, pour eux, c'est un parti de classe. Ce parti de classe ne saurait être ou devenir, sous peine de suicide, un parti ministériel. Il ne peut pas partager le pouvoir avec la bourgeoisie. C'est impossible. Sa mission est notamment d'émanciper le prolétariat, et sa mission est d'être un parti d'opposition uniquement pour combattre les ennemis de la classe ouvrière. Alors, avec ça, l'année suivante, 1900, un autre congrès, la salle Jacqui. Alors là, je peux vous dire, ça va mal se passer. Il va y avoir des lions et des orions, ils vont tous se frapper mutuellement. Ça va être une ambiance électrique, mais à la limite, pourquoi pas, c'est la franche camaraderie qui le veut. Et donc, à ce congrès, eh bien, on va aboutir à encore plus de tensions, et on va aboutir quand même à une motion de conciliation. Mais une motion de conciliation extrêmement fragile. On s'est relevé, tout le monde a regardé les nions, on a été un peu fatigués, on a réussi quand même à trouver une conciliation. Le problème, c'est que cette conciliation sera difficile à tenir dans le temps, effectivement. 1900, l'année, donc Wagram, incident violent. Les guédistes, l'année suivante, donc, les guédistes, sortent quittent la salle et vont tenir un autre congrès. 1901, il y a un congrès à Lyon. Cette fois-ci, ce sera la sécession des blanquistes. 1902, congrès de Tours, clac, une nouvelle sécession, la sécession des almanistes. Phénomène de sissiparité, rupture, et on recommence. Et on se dit, le mouvement socialiste ne va jamais pouvoir se constituer. Et c'est vrai que cela apparaît, effectivement, sur le plan organisationnel, assez difficile. Le motif, c'est toujours le même, c'est Millerand et le principe de la participation ministérielle. Au bout du compte, eh bien, en fait, les choses on arrive à trouver un accord. Il va y avoir 2 partis socialistes. Il va y avoir 2 partis socialistes, c'est mieux que 8, c'est mieux que 7, c'est mieux que 6. 2 partis socialistes, un parti socialiste français qui va réunir des broussistes, des partisans de Brousse, des indépendants, les fameux groupes parlementaires socialistes, celui de 1893, et aussi, parce que je vous ai passé les détails, dans toute cette description, il y a aussi les fédérations autonomes socialistes qui vont rejoindre ce parti socialiste français. Et cette tendance est plutôt réformiste et favorable notamment à la participation ministérielle. À côté de ça, de ce parti socialiste français, vous avez un parti socialiste de France, qui est différent, qui réunit les guédistes, eux, ils ont toujours été sur la même ligne, on ne peut pas leur en vouloir, les blanquistes, bien sûr, les almanistes, et les almanistes qui sont dissidents, bien entendu, parce qu'ils ne peuvent pas supporter, les almanistes, de siéger avec, bien sûr, les broussistes. Alors, dans toute cette histoire, il y a une autre partie des almanistes, parce qu'il y aura une fraction des almanistes, qui vont rester un peu en dehors, parce qu'eux, en tout cas, ce n'est pas le Brousse leur problème, c'est Gued, ils ne supportent pas ce personnage trop autoritaire. Aux élections de 1902, eh bien, il va y avoir l'élection d'une quarantaine de députés socialistes. 14 appartiennent au Parti socialiste de France, et une trentaine revendiquent l'étiquette Parti socialiste français. Une différence entre 440 000 voix d'un côté et 1 million de voix de l'autre. La différence est simple,
le Parti socialiste français accepte les voix des radicaux. Le Parti socialiste de France, il est hors de question, bien sûr, de bénéficier du soutien des radicaux. Voilà la raison. Alors, il y a Jaurès va avoir dans cette assemblée de 1902 un rôle important. Et je veux dire, on peut presque dire qu'il devient, il est responsable du bloc des gauches, et il devient un peu le directeur de conscience du ministère Combes. Voilà, celui qui a effectivement été à l'origine de la séparation, et qui a mis en pratique la séparation de l'Église et de l'État. Au cours, donc, des années suivantes, eh bien, ces deux partis, donc la situation en 1902, vont tenir, bien entendu, des congrès séparés. Donc, il y aura autant de congrès. Et à un moment, il va falloir d'une certaine manière, siffler la fin de la récréation. Et siffler la fin de la récréation, il n'y a pas 36 solutions. Le recours, c'est l'Association internationale des travailleurs. Donc, on va demander à l'international, à l'arbitrage de l'international, de prendre une décision à la place des socialistes français qui campent, restent, s'arc-boutent sur leur rupture, sur leur division. Alors, il va y avoir ce fameux congrès de l'international qui va avoir lieu à Amsterdam le 14-18 août 1904. Elle condamne en effet le principe, ça c'est une bonne chose déjà pour les gaullistes, le principe de la participation des socialistes à un gouvernement bourgeois. Donc, il y a une condamnation pas très forte, 21 voix contre 21 voix. Donc, c'est condamné parce qu'il n'y a pas de majorité. Donc, quand il y avait, ça faisait partie des règles au sein de l'international, quand il y avait une égalité dans le nombre de voix, eh bien, on considérait que la motion était refusée. Et dans cette affaire, et ça va laisser des traces, c'est le délégué japonais qui va donner sa voix à ceux qui refusent le principe de la participation des socialistes à un gouvernement bourgeois. Donc tout se joue par l'intermédiaire du délégué japonais, il faut quand même le savoir. Donc Jaurès, eh bien il est battu d'une certaine manière. Il est battu puisque lui, il tient la position inverse. Il tient absolument à ce que la participation, les socialistes puissent participer à un gouvernement bourgeois. Eh bien, il va se sacrifier. Il va accepter la décision de l'international. En conséquence de quoi, il va lâcher son camarade Milleray, bien sûr. Alors, tout ça pour dire qu'en avril 1905, va se tenir à Paris un congrès qui réunit toutes les fractions pour faire l'unité, liquidation, et on met en commun donc les fonds, l'argent, la carte unique, et il va y avoir la création du Parti socialiste unifié. Et je termine par là en disant que cette création va permettre justement au Parti socialiste de se lancer dans la concurrence électorale, tout en gardant, bien sûr, les principes. Et le principe, et c'est l'article 1, justement, l'article 1 de l'organisation de la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière, l'article 1, eh bien, c'est la reconnaissance du collectivisme, c'est la reconnaissance du principe collectiviste qui reste la base, encore une fois, la base théorique du socialisme français et la base aussi organique de celui-ci, et c'est une des raisons pour lesquelles il va pouvoir traverser quasiment tout le XXe siècle sans remettre en cause ce fameux fondement
ce fondement qui deviendra à partir d'un certain temps idéal, mais encore une fois, c'est le collectivisme qui triomphe en 1905 avec effectivement un parti unique, classique, qui remportera plus d'1 million des voix, 1 110 000 voix en 1914. Mais là encore, il faut intégrer les électeurs radicaux qui se sont portés sur les différentes candidatures socialistes. Je vous remercie de votre attention. J'avais deux petites choses à dire, mais ce n'est pas très grave. Si toutefois vous avez donc des questions, eh bien, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre le plus précisément possible. Merci de votre attention. Monsieur le professeur, merci pour votre exposé, très intéressant, qui nous donne une idée des sources et des origines du socialisme français. J'ai une question qui me paraît très importante. À votre opinion, à la fin du XIXe siècle, est-ce que le socialisme français c'est plutôt un mouvement de classe ou un mouvement intellectuel? Outre Benoît Malon, entre Paul Brousse, outre Allemagne, il y avait des personnalités comme Lucien R, comme Léon Blum, etc. Oui. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est plutôt un mouvement de classe ou un mouvement intellectuel? Alors, je dirais très nettement un mouvement de classe. Il existe bien sûr donc des intellectuels qui vont commencer à s'organiser. Vous avez cité aussi de la revue socialiste de Benoît Malon, mais Benoît Malon meurt très tôt, dès 1885. Donc, eh bien, il y a la perte quand même de grandes figures intellectuelles qui va poser un certain nombre de problèmes au mouvement socialiste. Les intellectuels, aussi curieux que cela puisse paraître, vous avez parlé de Lucien R, on parlait aussi de Handler, aussi se regroupent autour des allemanistes, du Parti ouvrier socialiste révolutionnaire. Ils ont trouvé là une sorte de pureté qui leur permet de développer leurs idées à côté de l'ouvriérisme d'Allemagne. Et c'est vrai que ça peut paraître paradoxal que ces intellectuels se retrouvent à côté de ce mouvement qui affirme très nettement leur attachement à c'est la classe ouvrière elle-même qui doit s'émanciper. Les ouvriers doivent s'émanciper par eux-mêmes. C'est ce que dit en permanence Allemagne. Et à côté de ça, on a effectivement ces intellectuels, mais qui sont greffés, ils se sont greffés autour de ce petit mouvement qui obtiendra 4 ou 5 députés, jamais plus. Et leur influence, en fait, va se traduire par les relations qui se sont développées entre Lucien R et Jaurès, par exemple. Et puis, comme Lucien R était bibliothécaire à l'École normale supérieure, il a pu, là aussi, avoir une réelle influence sur les élèves de l'école. Voilà, c'est ça. Mais encore une fois, c'est une influence assez réduite, parce que ce n'est pas une influence de masse. La masse, c'est effectivement le nombre d'électeurs que l'on compte régulièrement à chaque élection, et c'est là où on peut observer si le socialisme a une bonne forme ou une mauvaise forme. Voilà, c'est tout. Mais ce mouvement a permis effectivement à semer plus exactement, a été fécond, je dirais, pour la génération ou les générations suivantes. Voilà. Pas, en tout cas, à la fin du 19e, c'est plutôt pour les socialistes des années 30, ou juste après la Première Guerre mondiale. Voilà, ça, il y a eu une réelle influence. Blum prend son essor après, et tout le monde se souviendra de Lucien R, un peu moins d'Handler, parce que Handler quittera la SFIO en 1913 parce que celle-ci, justement, n'a pas été assez ferme pour lui avec la social-démocratie allemande. On a tout donné à la social-démocratie allemande. Merci.
Le groupe almaniste. Alors, un, la base sociale, c'est l'ouvrier. Deux, son moyen d'action reste la grève générale, l'antimilitarisme, donc grève générale, antimilitarisme, et avec cette idée quand même force qui revient sans cesse, c'est qu'on ne peut faire confiance qu'aux ouvriers eux-mêmes, et ce sont eux qui doivent s'émanciper du salariat, de leurs conditions de travail, pour se libérer d'une certaine manière de l'emprise du monde capitaliste. Voilà. Là, c'est voilà, un peu de manière assez résumée et concentrée, c'est cela. Mais l'ouvriérisme. Donc, ce qui vient, l'ouvriérisme, une porte d'entrée pour, bien sûr, une belle porte d'entrée vers les syndicats, puisque certains syndicalistes français, on n'en a pas parlé, mais c'est un mouvement qui se développe à côté du socialisme, sans avoir obligatoirement de pont, mais un certain nombre de syndicalistes se revendiqueront almanistes. On appellera ça un peu plus tard l'anarcho-syndicalisme. Voilà. Et l'origine de cet anarcho-syndicalisme, Jessie Herman. J'ai une question. D'abord, je voudrais vous remercier pour cette excellent exposé. Et j'ai une question consacrée à la session et le principe du collectivisme. À mon avis, les sessions ne correspondent pas au principe du collectivisme. Parce qu'à mon avis, il serait plus productif de trouver des solutions à l'intérieur des socialistes, par les socialistes, que la rupture en général. Alors, c'est parce qu'en fait, tous les socialistes, à l'époque, sont convaincus que la société collectiviste est, j'allais dire, au bout du chemin. Ils sont convaincus que c'est un vrai déterminisme. C'est-à-dire que la fin de l'histoire, d'une certaine manière, pour aller très loin, la fin de l'histoire, c'est la société, la naissance de la société collectiviste. À partir de ce moment-là, personne ne veut remettre, bien entendu, en cause ces principes. Ils y sont tous attachés. Et c'est là où il y a une véritable confusion. En fait, leurs querelles viennent essentiellement des moyens d'action, des moyens pratiques. Comment va-t-on faire pour y arriver le plus vite possible? Est-ce qu'on doit faire ça avec le moyen du coup de force révolutionnaire, ou si on doit passer par des réformes? Et qui dit réforme dit effectivement protectionnisme, parce que le protectionnisme, c'est la réforme sociale qui a réussi. Donc là, il y a une espèce, là encore, on vit en contradiction permanente. C'est pour ça qu'il va y avoir autant de tensions au sein des différents groupes. Et en plus de cela, comme ce sont des petites chapelles, eh bien, on dirait aujourd'hui, il y a le règne des égaux. Mais il y a des figures qui ne s'entendent pas. Allemagne ne peut pas s'entendre, Jean Allemagne ne peut pas s'entendre avec Jules Guesde. Or, Allemagne a un héritage, c'est un communard, il a fait 8 années de bagne, c'est quelqu'un qui est très apprécié auprès du monde ouvrier. Guesde, c'est le jacobin qui a passé pendant 5 années en Suisse, exilé auprès des communards. Il a une verve extraordinaire, il capte son éditoire, il est effectivement toujours en marge de la communauté. Donc c'est quelqu'un qui est aussi un personnage à part entière. Donc vous avez une rupture au niveau des moyens d'action et au niveau aussi de ceux qui veulent les incarner. Et à partir de ça, eh bien, ça part dans tous les sens. Et vous voyez, vous connaissez le problème des forces centripètes et centrifuges. C'est qu'en fait, ce mouvement, contrairement à ce qui existe aujourd'hui en France, c'est tout à fait différent. Eh bien, là, on met en place en fait des forces centrifuges. Et tout est ramené sur le centre, sur le principe axial, le collectivisme. Voilà, qui reste effectivement la solution à laquelle sont attachés tous les socialistes à l'époque. Donc tout, on revient par le centre. Et ce cœur doctrinal, c'est le collectivisme. Et c'est ça qui a permis au socialisme français de s'organiser, et c'est ça qui explique d'une certaine manière eh bien, que toutes ces chapelles, à un moment ou à un autre, eh bien, se sont réunies dans la même organisation. S'il n'y avait pas ça,
Il n'y avait aucune possibilité pour qu'une organisation politique digne de la SFIO naisse. Et ce n'est pas. Ah, pardon, excusez-moi. Merci J'ai pas pour votre intervention. J'ai une question. Ce n'est pas l'objet de notre réunion, mais à votre avis, quelles sont les possibilités de socialisme en France à notre époque? Alors, vous voulez dire, effectivement, donc c'est une question piège. Alors, je dirais, contrairement à la situation que l'on a pu observer à la fin du XIXe siècle, aujourd'hui, on n'en est plus aux forces centrifuges, mais aux forces centripètes. Parce qu'il n'y a plus de centre. Il n'y a plus de théorie. Le collectivisme a complètement disparu. On peut même commencer à donner une date, 89, avec la chute du mur de Berlin. Plus personne ne se rattache au collectivisme en France, et on comprend pourquoi. D'une certaine manière, il y a eu des expériences un peu malheureuses. Donc, on a des socialistes qui, jusqu'à présent, ont fonctionné avec le collectivisme, qui, du jour au lendemain, se retrouvent sans collectivisme. Donc, qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire? Retour aux réformes sociales. Mais réformes sociales, c'est le protectionnisme. Et ils n'ont pas beaucoup développé cette idée-là, cette théorie-là. Cette théorie-là, elle est aujourd'hui effectivement reprise au sein d'un mouvement politique français que vous connaissez peut-être, le Front National, qui lui défend un protectionnisme national et non international. Donc là, les socialistes sont sans réponse à la question sociale, puisque le collectivisme, c'est quand même la solution à la question sociale. Donc à partir du moment où ils ne sont pas véritablement protectionnistes, ils sont mi-protectionnistes, mi-libéral, ce qui veut dire pas grand-chose, ils ont plus de réponse. Et ils n'ont plus qu'un seul élément, eh bien c'est ce que j'appellerais d'une certaine manière le sociétalisme. C'est le sociétalisme aujourd'hui qui donne encore un semblant d'existence au Parti socialiste français. Et le sociétalisme, ce sont effectivement toutes les réformes sociétales, l'euthanasie, j'allais dire PMA, GPA, le mariage gay, etc., etc., etc. Oui. Et voilà, ça, c'est le sociétalisme. Alors, le problème, c'est qu'ils se retrouvent eux aussi en concurrence avec les écologistes, par exemple, avec ce qui reste du Parti communiste, etc. Donc ils ont tous une dimension sociétaliste, même aussi avec un certain nombre de républicains ou de constructivistes, on peut les appeler comme ça. Là, il y a une concurrence. Donc le Parti socialiste n'est plus socialiste, il est sociétaliste. Voilà. Il n'est plus socialiste parce qu'il n'a plus de réponse à la question sociale. Parce que ça a été sa force depuis très longtemps, et j'allais dire depuis le congrès de Marseille de 79, c'est sa force d'avoir dégagé effectivement une réponse théorique et cohérente à cette question sociale. Voilà ce qui explique en partie la situation dans laquelle se retrouve le Parti socialiste aujourd'hui. J'ai répondu à votre question à peu près. J'aimerais revenir un peu au 19e siècle. Oui, oui. Vous avez mentionné les journaux comme l'RSE exclusif de cette époque-là pour délivrer les idées, des pensées. Mais peut-être il y avait encore des moyens pour délivrer les idées du programme. D'autres moyens que les journaux? Ouais, pas des journaux, l'RSE pour distribuer les idées. Chez nous, maintenant, c'est les journaux. Oui, ah ben, les sociétés, c'est-à-dire les réunions, les assemblées. Et là encore, on imagine mal les assemblées ouvrières ou les assemblées, j'allais dire socialistes, puisqu'il y avait des meetings. Et donc des meetings, des grands rassemblements, mais vous imaginez, enfin on imagine mal aujourd'hui comment les choses se passaient. C'est-à-dire que vous aviez donc une tribune, et puis il n'y avait pas évidemment tous les outils que nous connaissons. Il fallait avoir le timbre fort pour pouvoir s'exprimer.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'était l'empoignade. C'est-à-dire que l'orateur qui arrivait à la tribune, si au bout de 2 ou 3 minutes, la foule constatait qu'il zozotait, on lui envoyait des tomates, etc. Le meeting, c'était un exutoire. Il faut voir, c'est pour ça qu'il y a eu autant de prises de bec, et j'allais dire de prises de veston, hein, parce qu'on allait en plus au meeting habillé, c'était pas n'importe quoi. Donc voilà, c'est une sorte d'assemblée fourre-tout où les idées, en fait, collectivistes, se sont imposées parce que le principe collectiviste est extrêmement simple. Et donc c'est cette simplicité qui a permis de conquérir petit à petit toutes les intelligences, y compris les plus simples et celles qui avaient au départ du bon sens. L'idée de l'égalité réelle est une belle idée en soi qui a séduit effectivement beaucoup d'ouvriers à ce moment-là, et on peut le comprendre étant donné les conditions misérables qui étaient les leurs dans leur vie quotidienne. Oui. Pourriez-vous nommer les noms, le père du socialisme français? Le père du socialisme français? Ouais. Moi, je dirais Gued, en fait. Je dirais Gued. Pour moi, tout vient de Gued. Si Gued n'avait pas fait le déplacement à Londres, s'il n'avait pas repris dans son premier programme des travailleurs socialistes les considérants de Marx, le mouvement socialiste aurait eu quand même des difficultés à se développer, et Gued avait l'autorité nécessaire, certes, peut-être était un peu tyranno de village, comme on dirait aujourd'hui, un peu rude, un peu dur, mais c'était une vraie personnalité qui a permis, qui était à l'origine de l'essor du socialisme français. Et Jaurès, d'une certaine manière, eh bien, a récolté les fruits, d'une certaine manière, les fruits qu'avait mis à sa disposition Gued. Alors, il les a, bien entendu, il les a bien sûr, il les a décrits, il a effectivement beaucoup, il a une pensée métaphorique, comme on a dit, comme l'a dit Bloom, c'est un génie symphonique. Donc il y a ça qui est très fort, et lui, il avait le timbre, il pouvait s'exprimer devant plusieurs centaines, milliers d'ouvriers, tout le monde l'écoutait. Il a été l'incarnation du socialisme français. Voilà. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, il a suivi sa pente pacifique au détriment, c'est ce que lui a reproché Gued d'ailleurs, de la défense de la France, voilà, de la défense française, hein, juste avant le premier conflit mondial. Et je pense à ça chez Gérard Viguier. Jaurès aussi, au départ, il était tiraillé entre le protectionnisme et le collectivisme. Il y a des articles de 1893, 1894, 1895 où Jaurès va défendre à la Chambre les mêmes positions que Barrès, surtout en 93. Et il y a des articles qui démontrent où il dit textuellement que la France doit s'organiser et établir une sorte de protectionnisme social. Et un protectionnisme social, c'est quoi? C'est un protectionnisme ouvrier pour protéger effectivement les ouvriers français de la concurrence étrangère. Et ça, Jaurès l'a écrit. On a oublié ces textes-là, mais il s'est petit à petit éloigné de cette dimension protectionniste à mesure qu'il rejoignait le collectivisme triomphant. Vous voyez, ça, on voit bien que c'est quelque chose qui bouillonne en permanence dans son cerveau pendant au moins 3 ou 4 années. Ah bon? Oh mince. Vas-y. Votre exposition, c'est 1920. Est-ce que, donc, révolution 1917, Ouais. fin de la guerre 1918-19, parce que les choses ne sont pas réglées, 1920, création du Parti communiste français. Ouais. Est-ce que, en définitive, la révolution bolchevique ne règle pas, momentanément, la question du collectivisme français
en écartant les protectionnistes en faisant minoritaire. Mais évidemment non, puisque en fait on retrouve le collectivisme par la voie de la révolution et donc par le choc de la conquête du pouvoir, hein, par les armes, ou par toute forme que ce soit, et de l'autre côté, le collectivisme par l'exercice du pouvoir. Bonjour, je voudrais aussi vous remercier de cette conférence qui est très intéressante pour nos professeurs et pour nos étudiants. J'ai une petite question à vous poser. J'ai bien compris que le mouvement socialiste n'était pas uni. Il y avait beaucoup de contradictions, de problèmes, etc. Mais voilà, le Parti socialiste unifié est créé. Quelle était la réaction des Français, de l'opinion publique, des journaux par exemple? Ils traitaient comment ce nouveau phénomène, la création du Parti socialiste? C'était gauche, l'extrême gauche, c'était le parti révolutionnaire, où les journaux, par exemple, voyaient l'élément du réformisme dans les pratiques politiques des socialistes. Alors, je dirais que les journaux se méfiaient grandement de la naissance de ce mouvement socialiste. Le socialisme était craint depuis un certain nombre d'années, et des intellectuels libéraux, comme le roi Beaulieu, par exemple, notamment avait écrit un livre sur l'examen du collectivisme. Donc, comme le Parti socialiste, qui s'est constitué, bien sûr, en 1905, conservait ce principe, le principe du collectivisme, il y avait, bien entendu, beaucoup d'inquiétudes. Alors, vous parlez, bien sûr, de la pratique parlementaire. Le fait que le Parti socialiste, la SFIO, puisse, j'allais dire, participer ou contribuer à la vie parlementaire. Oui, mais les idées qui étaient effectivement défendues à ce moment-là justifiaient à chaque fois le collectivisme triomphant. Oui. Donc, il y a la pratique parlementaire qui, effectivement, était importante, mais derrière, c'était la justification de ce collectivisme qui allait se révéler être destructeur. Donc, c'est vrai que vous avez à ce moment-là, de 1898, parce que ça aussi, il faut le savoir, jusqu'en 1910, un certain nombre d'ouvrages, 3 ou 4 d'ailleurs essentiels, qui vont mettre en avant l'application du collectivisme. Comment doit être la société future? Et là, je peux vous dire, quand vous lisez les ouvrages, vous n'êtes pas déçus du voyage. 1898, si vous avez un Deslignères qui fait 3 versions différentes de son application collectiviste, et il va terminer par un code collectiviste qui, bien entendu, renvoie aux oubliettes le code napoléonien. Ce code collectiviste, il est terrifiant. Il a été publié en 1910. C'est le responsable, celui qui va succéder à Benoît Malon Renard, qui va aussi faire un projet socialiste qui mettra en place justement ce collectivisme. Et vous aurez aussi un autre projet, un juriste français, professeur dans les universités, je me souviens, à l'université de Dijon, je crois, Tabourièche, Tabourièche fait un livre extrêmement fouillé de 540 pages, écrit en très petits caractères, première publication en 1902, deuxième publication en 1910, sur la société, il appelle son livre La Cité future. Et donc là aussi, c'est l'application du collectivisme. Et ce qu'il y a de commun, hein, il y a des différences entre ces 3 ouvrages, mais ce qu'il y a de commun, eh bien, c'est l'expropriation des propriétaires. Le collectivisme, c'est le premier article, c'est la première étape, c'est l'expropriation des propriétaires. Et c'est ce qui, c'est vraiment le lien entre ces 3 ouvrages. On ne peut pas faire l'impasse sur cet élément-là à partir du moment où l'on défend le triomphe
des idées collectivistes. On commence par là. Après, il y a la société productiviste, etc. Bon, il y a d'autres éléments, mais il faut commencer par là. Et évidemment, quand vous parlez d'expropriation des propriétaires, on entre obligatoirement dans une zone conflictuelle et dans un espace de violence. C'est là. Et c'est pour ça que quand on parle de réformisme français, j'ai toujours maintenant, moi, une difficulté, parce que le réformisme français est collectiviste, et que je sais très bien que l'application du collectivisme commence par l'expropriation des propriétaires. Voilà. La dernière question. Merci pour cette brillante conférence. J'ai une question qui se pose plutôt de la perspective anthropologique qu'historique. Est-ce qu'il existe quelque modernité socialiste qui est alternative à la modernité occidentale? Alors, la modernité socialiste alternative à la modernité occidentale, ouais. Qu'est-ce que vous appelez par modernité occidentale? Qu'est-ce que vous entendez par l'idée de la modernité? Si on veut, je reviendrai à l'idée du sociétalisme, l'alternative à la modernité occidentale, je dirais que la modernité socialiste, c'est une sorte, si je comprends bien votre question, c'est une sorte de dimension égalitaire. Pour moi, c'est ça. La modernité socialiste transmet cette dimension égalitaire. Dimensions égalitaires qui doivent être des conditions. La société doit aller vers des conditions de plus en plus égalitaires. Le gros problème, c'est que l'on se rend compte que au 19e ou au 20e siècle, il n'y avait pas beaucoup de critiques par rapport à cela. Aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de critiques et on comprend bien que ces conditions égalitaires doivent s'arrêter à un moment ou à un autre parce que sinon, on change de monde. Voilà. Malheureusement, il faut siffler la récréation, vous avez dit. Mais on aimerait tant continuer à vous entendre. On espère que peut-être ce n'est qu'un début. Merci beaucoup. Je crois exprimer l'opinion générale et l'impression générale en vous remerciant de votre conférence brillante. Vous avez parlé de l'histoire politique. Vous avez dit que vous avez parlé de l'histoire politique. C'était une histoire passionnante et passionnée. Merci beaucoup. Bien. Non, merci de... Je veux remercier aussi Pascal Cauchy qui a eu l'idée d'organiser cette matinée impressionnée. Merci beaucoup. Merci bien.